Bonjour Adeline. Bonjour Alexia, ravie de te voir en vrai. Moi aussi, et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de te rencontrer dans la vraie vie et que ce soit autour d'une conversation comme celle qu'on va avoir. Alors, moi, je te connais, Adeline, mais les auditeurs ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais ? Alors, je m'appelle Adeline Lenoir, je viens du côté de la Haute-Marne, donc plutôt côté Dijon pour ceux qui ne connaissent pas. Et je suis formatrice pour les porteurs de projets en hébergement insolite. Alors, j'ai toujours eu beaucoup de mal à expliquer mon métier aux gens qui ne connaissent pas. Donc, concrètement, j'aide les gens qui veulent se lancer à ouvrir des tipis, des roulottes, des yourtes, que ce soit dans leur jardin ou alors sur des plus gros sites spécifiques pour en faire une activité principale. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce secteur ? Comment t'es venue l'idée en fait d'accompagner des personnes ? Alors, je me passionne pour l'hébergement insolite depuis presque ses tout débuts, en tout cas depuis que je l'ai découvert il y a très longtemps, parce que je suis arrivée moi au monde du tourisme. J'ai repris des études en BTS tourisme quand j'avais déjà 23 ans, quand j'avais arrêté les études depuis 4-5 ans, parce que ce qui me passionnait, c'était le côté tourisme durable, tourisme écologique. Et ces hébergements-là, ils sont arrivés exactement au même moment. Et du coup, j'ai tout de suite compris que le fait que ce soit des hébergements légers, qui pouvaient se mettre dans des endroits où on ne pouvait pas mettre des grosses structures avec des fondations, que ça représentait un assez gros potentiel alors, en termes de développement et également le fait que ce serait quelque chose d'écologique, que ce serait une proposition de vacances finalement plus écologique que ce qu'on connaissait jusque-là. Et du coup, j'ai toujours suivi ces hébergements-là et j'ai eu la chance d'en gérer pendant 3 ans avec mon mari dans les débuts, un des premiers gros et très très beaux sites d'hébergement insolite qui s'appelle Utopia, ce nom, donc pour le groupe Utopia, qui est le premier groupe à avoir lancé ce type d'hébergement en camping. Et puis ensuite, j'ai travaillé en chambre de commerce et d'industrie et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème pour ces hébergements du fait qu'ils sortaient complètement des cases et que les gens pouvaient se laisser un peu raconter n'importe quoi par des gens qui pouvaient à la base être supposés les aider. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais plein d'informations sur ces hébergements parce que comme ils m'intéressaient depuis longtemps, je prenais plein de petites notes et j'avais plein d'infos en tête. Et puis, j'en avais géré. Et puis, j'avais aidé des entreprises en création puisque je travaillais en chambre de commerce et d'industrie depuis plusieurs années. Et je me suis lancée. Je me suis dit que c'était le bon moment pour aider ce développement. Et je me suis lancée vraiment pile quand il fallait parce que ça a été, au moment où je me lançais, ça a été l'essor, la multiplication, encore plus qu'auparavant de ces hébergements-là, donc en 2017. D'accord. Donc, ce que tu veux dire, c'est que tu as remarqué qu'il y avait de plus en plus de personnes qui voulaient se lancer dans l'hébergement insolite, en faire une activité professionnelle, mais ils n'avaient pas forcément toutes les cartes en main, tous les codes pour le faire, et les professionnels qui étaient censés les accompagner n'avaient pas forcément ces cartes-là, puisque c'est quand même un domaine spécifique. Qu'est-ce qui va être spécifique, qu'est-ce qui va être particulier quand on se lance dans l'hébergement insolite par rapport à un autre projet d'entreprise ? Alors, je compare souvent avec quelqu'un qui voudrait ouvrir un magasin de chaussures en ville. D'accord. Et en fait, ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment au niveau de l'installation. On va avoir déjà une première complication sur l'urbanisme. En fait, le fait qu'en France, aujourd'hui, on ne peut plus, ou en tout cas, c'est très limité, la création de nouveaux mètres carrés, la création de nouvelles superficies au sol. Et du coup, on a ce premier frein. Ensuite, la deuxième chose, c'est le fait de trouver l'information. Justement, comme il n'y a pas de case, les gens vont se laisser dire n'importe quoi. Sur Internet, vraiment, on trouve absolument tout et son contraire. Et du coup, bien sûr, ils peuvent pas faire le tri parce qu'ils peuvent pas savoir entre deux personnes qui n'y connaissent rien, laquelle a raison ou laquelle a tort. Et ensuite, il y a une grosse part de motivation parce que comme ces projets sont plus longs à se mettre en place que d'autres, il y a un côté motivation qu'il vaudrait mieux savoir dès le début d'ailleurs, parce que clairement la différence sur ces projets-là, elle va se faire entre les gens qui sont vraiment à fond dans leur projet et ceux qui ont juste l'idée un petit peu en tête. Là, ça n'ira pas au bout. C'est impossible. Quelqu'un qui pense à l'hébergement insolite comme ça vite fait, c'est absolument impossible qu'il aille au bout de son projet. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui rêvent de faire ça depuis des années, qui vraiment se voient sur le terrain, dans la nature, accueillir leurs clients et ils voient déjà un peu quel type d'hébergement et ils imaginent plein de choses. Et là, du coup, ces personnes-là, si elles ne se laissent pas
arrêtés par un agent immobilier ou par un premier banquier qui ne croit pas en leur projet, ces personnes-là devraient aller au bout de leurs rêves. C'est très beau. Comment tu définirais ta vision à toi de l'hébergement insolite en tant qu'accompagnante et aussi en tant que professionnelle du tourisme? Alors moi, du coup, c'est la partie écologique qui m'a attirée dans ces hébergements-là. Donc c'est vrai que je vais plutôt avoir tendance à apprécier les hébergements qui seraient en autonomie et qui seraient plutôt simples. Mais ça m'empêche pas d'apprécier aussi des cabanes avec un peu plus de confort, des cabanes avec bain nordique, bien entendu, comme beaucoup de gens. Et j'ai l'impression qu'on va aller de plus en plus sur ces gammes de luxe. Tout d'abord parce qu'elles sont plus rentables, elles sont plus viables économiquement pour un projet. Et également parce que, bien sûr, ça nous ouvre un beaucoup plus grand, large panel de clients potentiels. D'accord. Les hébergements insolites vraiment très écologiques, par nature, ils s'adaptent à moins de monde. Ils s'adaptent déjà aux gens qui sont bien plus aventuriers, qui vont s'adapter à toute situation. Il y a parfois un petit peu moins de confort dans ces hébergements-là, alors que les cabanes luxe, on va au contraire avoir souvent un confort qui est supérieur à celui d'un hôtel ou d'un hébergement plus classique. Ok, c'est très clair. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton activité ? Alors, pas d'accompagnante, mais plus de... Je sais que tu fais énormément de veille, que tu as un site internet où tu documentes pas mal de choses par rapport au domaine de l'hébergement insolite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que tu fais exactement ? Pourquoi on peut te solliciter ? Et quelles sont tes expertises ? Alors, sur la veille, il y a beaucoup de choses à surveiller, on va dire, notamment la réglementation, bien sûr. Et là, on a par exemple 3 réglementations différentes qui sont un petit peu... qui ont évolué ces dernières années, mais pour lesquelles on n'a pas encore tout. C'est encore pas calé complètement. On a également, alors ce qui est plus intéressant, bien entendu pour tout le monde, c'est tous les nouveaux hébergements, les nouveaux services qui vont arriver. Et puis, on a quelque chose d'important qui arrive, c'est la notion de concept. C'est-à-dire qu'on a ces hébergements qui sont insolites parce qu'ils sont différents de ce qu'on trouvait auparavant. Et on a maintenant une nouvelle approche qui est de créer un concept sur le concept, c'est-à-dire de donner un thème aux hébergements. Okay. Et ça va se faire de plus en plus parce que clairement, on peut plus se dire tiens, je vais juste mettre 3 tipis dans mon jardin, ou encore pire que ça, mettre un tipi, une yourte et une roulotte et se dire que ça va marcher comme ça. En fait, il faut qu'il y ait un lien dans les hébergements ou entre eux, ou un lien avec le territoire, ou un lien avec le porteur de projet qui retrace son histoire. Donc, classiquement, on a la personne qui a déjà voyagé pas mal et qui veut ouvrir un hébergement sur le thème de chaque pays dans lequel il ou elle a vécu. Donc, voilà, un hébergement sur l'Australie, un autre sur les États-Unis, et puis le dernier sur la Corée. Et du coup, là, clairement... on a un vrai concept qui est abouti et qui est en lien avec le porteur de projet et qui va faire voyager d'autant plus les clients, les touristes. Parfait. Et du coup, pour toi, un hébergement insolite réussi, c'est ce que tu viens de nous dire comme définition, ou est-ce que tu as d'autres critères pour un hébergement insolite réussi ? Alors, il y a il y a tout un travail sur l'expérience client qui va être plus important qu'ailleurs, qui est encore au-delà du concept. C'est-à-dire qu'avec ou sans concept, la notion d'expérience client dont on entend parler un petit peu partout depuis quelques années, elle prend vraiment tout son sens dans l'hébergement insolite parce que déjà, quand on accueille des gens en hébergement, c'est pas du tout pareil que si je reprends mon exemple de vente de chaussures tout à l'heure. On a un lien avec les gens qui se créent qui est beaucoup plus long, beaucoup plus fort et qui peut aussi donner lieu à plus de déceptions. On a plus de chances de décevoir sur, on va dire, 12 heures quand on accueille une personne que 20 minutes quand on lui vend des chaussures. Et la notion d'expérience client en hébergement insolite, elle est spécifique parce qu'il faut pas rater, il faut vraiment penser à tout. Et le fait qu'on soit en extérieur, en fait, il faut penser à tout. Concrètement, je prends l'exemple d'une cabane qui est pour 7 personnes, où il n'y a pas de table à l'intérieur pour manger pour 7 personnes. Il y a juste une table pour 3 personnes. Et là, vous arrivez là à 7, la cabane
on va dire, elle est assez grande, tout va bien, il y a un cadre absolument génial, la cabane, elle est propre, tout se passe bien, et il y a les petits déjeuners qui arrivent le lendemain matin, et la table à l'intérieur, elle est que pour 3. Et là, ça se complique, parce qu'on a beau avoir une grande terrasse avec une vue magnifique sur des lacs sur le devant, le fait qu'on puisse pas manger à l'extérieur à 7, là, il y a un problème. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, bien entendu, depuis le début, et que, malheureusement, on continue à trouver encore de temps en temps sur certains hébergements. Le peu qui vont avoir ce problème porte beaucoup de tort à l'hébergement insolite en général, parce que du coup les gens vont garder cette notion d'il y a quelques années d'hébergement où il n'y a pas trop de confort en fait. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi l'expérience client là c'est quelque chose de primordial qui se réfléchit du début à la fin de la visite, du séjour en fait. Oui, ça paraît logique quand tu l'expliques, mais je pense que pour les personnes qui le font au moment où ils le font, ils vont pas forcément y penser. Alors du fait que ce soit, alors parfois, et puis du fait que ce soit un hébergement insolite, on a l'impression que il peut y avoir certains hébergements où ils vont suffire en tant que tels, alors que réellement, il faut bien qu'au niveau organisation concrète, parce que prendre le petit déjeuner c'est quelque chose d'assez concret finalement. C'est un moment il faut bien que ce soit, oui, c'est ça, que ce soit un minimum sympathique. Ouais. Comment est-ce que tu as vu évoluer la demande pour les hébergements insolites ces dernières années ? Alors, on a vraiment eu, il y a plus longtemps, depuis une petite vingtaine d'années, on a vraiment eu tout d'abord l'offre écologique dont je parlais tout à l'heure, et ensuite une sorte de Y sur la gamme luxe. D'accord. Et du coup, l'évolution de ces dernières années, elle est vraiment partie, alors d'une part sur la gamme luxe, et puis la partie écologique, elle a beaucoup misé sur l'autonomie. Et malheureusement, l'autonomie des hébergements actuellement est encore assez rare. Mais du coup, ce qui est assez marrant, c'est que les porteurs de projets qui partent sur de l'autonomie espèrent avoir un côté un peu luxe quand même. C'est-à-dire qu'on va vers plus de confort. En gros, pour résumer en une seule phrase, ce serait dire qu'on va vers plus de confort. C'est marrant quand on parle d'hébergement insolite. Enfin, moi, je m'attends pas forcément à chercher du confort. Je vais chercher du confort dans un autre type de lieu. Mais en fait, aujourd'hui, les consommateurs, ils veulent à la fois l'insolite, donc le fait d'être en pleine nature, etc., et le confort... comme à l'hôtel, quoi. Alors oui, c'est exactement ça. Et il y a une phrase, il y a déjà longtemps, que j'avais entendue sur un salon en Angleterre, donc d'un consultant anglais, qui disait que quand ils réservent, c'est Robinson Crusoe. Et quand ils arrivent, ils demandent le code Wi-Fi. Et c'est quand même tout à fait vrai, notamment si c'est pas la personne qui a réservé, ça va être l'ado ou l'enfant qui est avec qui va demander le code Wi-Fi. Donc il y a ça aussi, c'est qu'on vient rarement dans ces hébergements-là seul. Et du coup... il faut que les hébergements s'adaptent finalement aux attentes de tout le monde. Et même avec ça, de manière générale, comme il y a cette offre d'hébergement insolite plus confortable, les gens finalement, ils vont là naturellement, quelque part. Après, ceux qui vont rester sur la gamme très écologique, derrière, il y a une vraie volonté d'avoir un impact très faible sur l'environnement, en sachant que ce sont des hébergements. Tiens, d'ailleurs, il y a une étude qui vient de sortir qui dit que le camping, de manière générale, est beaucoup moins impactant au niveau impact sur l'environnement que n'importe quelle autre forme d'hébergement. Donc, les hébergements insolites, bien sûr, font partie des hébergements comme si c'était du camping. D'ailleurs, beaucoup sont en format de camping plus ou moins traditionnel, on va dire. Tu as accompagné de nombreux projets. Aujourd'hui, combien à peu près ? 1700 projets. Alors au début, uniquement en présentiel. Et puis, l'apparition de la Covid m'a obligée, d'une certaine manière, à basculer sur du distanciel. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait du coup beaucoup plus d'opportunités et que comme la formation était quand même assez consistante, c'était finalement plus pratique pour les stagiaires de l'avoir en distanciel parce qu'ils peuvent y revenir autant qu'ils veulent. Alors qu'en présentiel, c'était quand même un peu 3 jours intensifs et du coup... maintenant, c'est uniquement en distanciel. Et tu peux former du coup des gens de partout en France. Oui, en plus. exactement, oui, tout à fait. Et quelles sont les erreurs que tu as vues le plus souvent chez tes clients ? Alors, c'est pas forcément propre à l'hébergement insolite, mais les gens ont tendance à ne pas avoir assez d'apport et à se lancer dans des métiers qu'ils ne connaissent pas du tout.
en pensant qu'ils vont, parfois on dit toujours, hein, ils pensent qu'ils vont faire fortune sans rien faire. Ça, je l'ai plutôt moins que dans d'autres domaines à mon avis, parce qu'en général dans l'hébergement insolite, les gens savent que c'est du travail. C'est du travail au niveau du montage du projet, mais également ensuite comme métier. Les erreurs les plus classiques, ça va être du coup vraiment comme n'importe quelle entreprise, je dirais, c'est sur la partie financière. C'est de penser que on peut se lancer avec un très faible apport. Alors, ce qui peut être le cas quand on a déjà un terrain, quand on a déjà la maison, et quand c'est une activité complémentaire. Et encore, qui va sur un projet qui nous occuper que 3 mois dans l'année, par exemple, sur une activité saisonnière. Par contre, pour vivre de cette activité-là, ça demande beaucoup plus d'investissement que quelqu'un qui voudrait se lancer comme consultant ou comme formateur. Ça, c'est clairement, au niveau de l'investissement, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux. Quels sont les profils des personnes qui veulent ouvrir un hébergement insolite ? Alors, il y a un profil Alors, il y a un profil qui se dessine vraiment rapidement. Ça va être un couple entre 35 et 50 ans qui n'est pas du tout du milieu du tourisme, qui veut vivre plus en adéquation avec ses valeurs écologiques. Et là, on retrouve vraiment ce profil très souvent. Et du coup, il y a en même temps la notion de vouloir travailler à deux, la notion de proposer une petite notion pédagogique sur le côté écologique, et le fait de vivre dans la nature, d'avoir son quotidien finalement dans la nature. Donc ça, après, sur les métiers que les gens font, vraiment, il y a tout. J'ai déjà eu des personnes qui étaient huissiers de justice ou des métiers vraiment, ou médecins également, ou l'inverse, qui n'avaient jamais fait d'études, mais qui étaient débrouillards comme c'est pas permis. Et puis, oui, sur les métiers, honnêtement, ça, il n'y a pas du tout de base. D'accord, donc c'est vraiment quelqu'un qui aime la nature, qui aime l'accueil, qui aime aussi, je pense, les relations humaines, parce que c'est quand même un métier très... Alors oui, ça m'est arrivé une fois en formation en présentiel, une personne qui nous dise à tous au bout de 2 jours qu'il n'aimait pas les gens, donc il se rendait compte que c'était peut-être pas un projet pour lui. Mais sinon, oui, en général, les gens se rendent compte qu'il vaut mieux aimer les gens pour faire des hébergements insolites, ça c'est sûr. D'accord. Et du coup, quel conseil tu donnerais à ces personnes-là qui réfléchissent ou qui ont déjà peut-être une idée d'hébergement insolite et qui voudraient se lancer pour réussir? Quel conseil tu donnerais? Le principal conseil, et qui servira mais à tout le monde, tous les gens qui se lancent là-dedans, c'est de ne pas se laisser raconter n'importe quoi par les gens. Et en gros, ils vont avoir leur famille qui va leur dire, quelqu'un forcément à un moment dans leur famille qui va leur dire que l'hébergement insolite, qu'est-ce que c'est que ça, ou des choses un peu dénigrantes par rapport à ça parce qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est vraiment toutes les personnes qui sont supposées leur donner l'information pour aller au bout de leur projet. Et qui vont avoir une interprétation des textes de loi qui va être complètement fausse, qui va être sujette à leur humeur du jour parfois. Et du coup, ça va vraiment être de creuser toute l'information dans des endroits où elle est pertinente, parce que sinon, ils sont sûrs à un moment que quelqu'un va leur dire « Ah ben non, c'est pas possible », sans savoir de quoi il ou elle parle. Oui, donc il faut vraiment être ancré aussi dans son idée, dans son projet, et ne pas aussi se laisser... Oui, c'est vrai. Il y a une notion d'influence, je pense, plus que dans d'autres projets, parce que c'est un projet qui, pour beaucoup, paraît fou, finalement. Le fait que ça sorte des cases, ça peut paraître un peu fou pour plein de gens qui connaissent pas ça. Donc c'est vrai, il y a une notion où il faut pas faire attention à ce que les gens disent autour, parce que... plus que, encore une fois, un projet plus classique où les gens ne vont pas avoir de retour d'autres personnes, quoi. Et est-ce que tu aurais des conseils pratiques, c'est-à-dire par où commencer? Là, je me dis que j'ai un terrain, ou comment commencer, par où commencer si je veux savoir si c'est viable ou si je peux me lancer dans ce projet-là? Alors, la première notion, c'est ce que tu viens de dire, c'est le terrain, en fait. C'est trouver un terrain, ou alors, si on a un terrain, savoir
au niveau urbanisme, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose sur ce terrain-là? Et les gens me demandent souvent dans quel ordre prendre le projet, parce que du coup, ils savent pas, est-ce qu'il faut aller à la banque une fois qu'ils ont trouvé le terrain, ou est-ce que, dans quel sens prendre les choses? La toute première chose, et ça, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est d'avoir le terrain. Au moins un terrain en tête, parce que, par exemple, même pour faire, alors dans la formation, on voit quel type de terrain choisir pour faciliter l'urbanisme. Mais il faut à un moment essayer d'avoir un terrain en tête pour rendre ces choses-là concrètes, parce que sinon ça reste vraiment très abstrait. L'urbanisme, c'est quelque chose qui implique tellement de points différents que ça reste abstrait tant qu'on n'a pas un exemple précis. Ok, donc le terrain, première chose. Une deuxième chose? En général, les banques, en deuxième. Ah. On les aime bien, celles-là. Donc, trouver une banque... Oui. Et là, encore une fois, il y a cette notion de ne pas se laisser dire par sa propre banque ah ben non, on ne vous suivra pas. Et vraiment, souvent, les gens restent là-dessus, se disent ah ben la banque m'a dit non. Donc le projet ça veut dire qu'il n'est pas viable. Alors qu'en fait, toutes les banques ont des critères déjà complètement différents. Et puis il y a aussi le côté humeur de la personne qui est là. Alors après, quand on sait bien le fonctionnement des banques, c'est qu'on a un banquier ou une banquière qui ensuite va faire passer le projet. Donc ça dépend d'une part de la personne qui est là et encore après d'une commission. Mais du coup, il faut vraiment garder en tête que certaines banques sont intéressées par ces projets-là. Et j'ai déjà été plusieurs fois contactée par des banques qui me disaient qu'elles voulaient avoir des renseignements, déjà, d'une part, et ensuite que si j'avais des personnes dans leur secteur, de leur envoyer absolument, tout simplement parce que c'est des gens qui avaient déjà accompagné des projets qui avaient très bien marché. Et du coup, j'ai quelques contacts, alors comme ça reste assez sectoriel, ça marche pas forcément pour tout le monde, mais de manière générale, les banques suivent ces projets-là, contrairement à tout ce qu'on nous dit sur le fait que les banques sont frileuses en ce moment, sur de l'hébergement insolite, je trouve depuis le début, depuis le 2017, il n'y a pas eu de creux ou de montée non plus. Ça a toujours été assez régulier. Il faut un apport. Donc l'apport, c'est toujours pour montrer finalement qu'on est sérieux. Il y a des gens qui me demandent des fois pourquoi la banque veut absolument un apport, alors qu'ils arrivent à prouver, et ça c'est assez courant, les gens arrivent à prouver que même sans apport, leur projet est viable. Et des fois sur des gros projets. Mais en fait, comme ils vont réussir à rentabiliser assez rapidement, même en partant sur des estimations faibles, ils vont pouvoir rembourser l'emprunt facilement. Eux, ils ont l'impression que ça va être facile. Et en fait, on sait que l'apport, il est d'abord une preuve un gage de sérieux de la personne. Donc l'apport, il est obligatoire comme dans n'importe quel projet. Bien sûr. Et au-delà d'un apport, si je suis porteur de projet pour de l'hébergement insolite, j'imagine qu'il faut que je constitue un dossier, etc. À quoi va être sensible la banque? Qu'est-ce qui va être important dans ce dossier? Est-ce que ça peut se faire seul ou il faut se faire accompagner? Alors, il vaut mieux avoir suivi une formation parce que justement, comme c'est un milieu très spécifique, les gens, même ceux qui ont suivi une formation en tourisme, en fait, quelqu'un qui a fait un BTS tourisme ou des études plus hautes, à aucun moment dans ses études, n'a vu les choses spécifiques par rapport à ce projet-là. Donc c'est pour ça que la formation, elle est très importante pour pouvoir avoir une crédibilité auprès d'une banque. Alors, bien entendu, parce que ça montre aussi qu'on a eu un engagement, qu'on est parti dans ce projet-là, que c'est pas juste, comme je disais tout à l'heure, une idée en l'air. Et du coup, les banques sont beaucoup moins frileuses, notamment parce qu'elles voient justement les formations sur quel domaine elles portent, enfin les chapitres différents par rapport à tout ce qui est réglementation. Donc ça rassure énormément la banque. Ok, donc c'est indispensable pour toi de se former quand on se lance dans... Alors, pour la banque d'une part, mais alors bien sûr, moi, c'est mon métier, donc ça paraît commercial de dire ça, mais j'arrive jamais à m'expliquer comment les gens font pour lancer un projet d'hébergement insolite sans être du milieu du tout et sans se former, parce qu'il y a 1000 petites choses à savoir qui font un énorme tout, et ces 1000 petites choses peuvent être très embêtantes à un moment dans le processus du projet. Est-ce que tu peux nous partager une success story d'un stagiaire que tu as accompagné ces dernières années? Alors oui, il y a beaucoup de sites qui ont ouvert et je les suis pas tous malheureusement, mais si je
peux parler d'un site en particulier parce que c'est quelqu'un que je connais bien, avec qui on est devenus amis, donc voilà, je pense qu'elle ne sera pas gênée que je parle d'elle. C'est le domaine du Moulin de Trimul, donc en Haute-Marne, vers chez moi. C'est un frère et une sœur, et donc c'est elle, Christelle, qui a suivi ma formation. Alors c'est un bon exemple pour plein de choses. Tout d'abord parce qu'elle elle a fait ma formation parmi les premières en décembre 2018, en pensant qu'elle allait ouvrir 3 mois après. Et du coup, ils ont ouvert 2 ans après, parce qu'au niveau urbanisme, comme tous les projets, ça a pris beaucoup plus de temps qu'ils pensaient. Donc, c'est un exemple concret, on va dire, pour ça. C'est aussi parce qu'ils ont un modèle sous format de camping. Et donc, on entend souvent que c'est plus possible de créer des campings en France, alors que si, clairement, en hébergement insolite, moi, j'ai quand même plusieurs cas de personnes qui ont créé des nouveaux campings sur les quelques dernières années. Et du coup, eux, ils montrent clairement qu'on peut vivre, alors en plus, sans être en couple. C'est-à-dire qu'il y a 2 salaires différents, puisque c'est 2 familles différentes, puisque c'est le frère et la sœur, et donc qui ont un modèle de développement, on va dire, un peu de bon père de famille. Ils ont rajouté des hébergements au fil du temps. Ils ont un modèle de communication qui reste efficace. Ça reste pour moi un modèle oui, de réussite, sans trop en faire non plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pourtant pas créé un concept ultra innovant. Ils sont restés dans la force de leur terrain. Ils ont un très beau terrain avec une petite rivière, des petites cascades. Wow. Et ils sont partis de là pour faire un site super joli, en fait, tout simplement. Waouh. Et du coup, j'imagine que voilà, ils sont contents de ça, ils sont contents de la formation. Est-ce que c'est nécessaire quand on est à ce niveau-là de continuer, de se tenir au courant? Et dans ce cas-là, comment faire pour rester à jour Alors là, pour le cas de Christelle, je sais que oui, elle continue à faire plein de choses, mais notamment la formation, les formations qu'elle suit maintenant, ça va être sur tout ce qui est communication et commercialisation, qui est quand même assez spécifique. Très bien. C'est quoi les défis les plus fréquents pour des porteurs de projets? Alors, le défi auquel personne ne va échapper, c'est l'urbanisme. C'est le fait de convaincre le maire, soit de la commune sur laquelle on a déjà un terrain, soit la commune sur laquelle on a un terrain en tête, parce que des fois, c'est ça qui n'est pas toujours simple, c'est qu'il va falloir, on va dire, se battre, c'est quand même un petit peu le mot, pour donner tous les arguments au maire et bien sûr à ses conseillers municipaux de faire ce qu'il faut en démarche pour créer la possibilité d'implanter ces hébergements-là. Ça, c'est une démarche à laquelle à peu près personne ne va pouvoir se substituer. D'accord. Et quelle est la différence entre ta formation et d'autres formations qui peuvent exister sur le marché? La différence entre ma formation et les autres offres du marché, alors pendant très longtemps, il y a eu uniquement ma formation. Et puis maintenant, je dirais qu'il n'y a pas réellement d'autres non plus, finalement. Il y a uniquement des personnes qui vont se lancer sur les réseaux sociaux. En plus, c'est très récent, c'est des gens qui font ça depuis très peu de temps, qui sont lancés sur les réseaux sociaux, qui vont avoir tendance à faire croire, alors comme on voit toutes ces vidéos pour tout un tas de métiers, qui vont faire croire aux gens qu'ils vont gagner de l'argent justement sans rien faire, et même carrément sur des terrains non constructibles. Et ça, c'est vraiment grave, et c'est pareil, ça paraît commercial, mais moi, ça me fait vraiment peur de voir qu'on puisse avoir ce discours-là. Donc, c'est aussi des personnes qui peuvent être parfois constructeurs ou revendeurs d'hébergements insolites, et qui n'ont aucune expérience dedans. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas de formation, vraiment, il n'y a pas de formation sur l'hébergement insolite en France, comme la mienne. Il peut y avoir peut-être des personnes qui font des formations, ouvrir des gîtes et des chambres d'hôtes, plus classiques. Et là, du coup, il y a beaucoup de gens qui font ça, en fait, et c'est très important aussi, sur des gîtes et des chambres d'hôtes classiques, de se former. Mais spécifiquement à l'hébergement insolite, il n'y a pas beaucoup d'autres offres qui existent. Donc toi, ta formation est la seule formation en France, ou en tout cas la formation la plus complète quand on veut lancer un hébergement insolite. Oui, il y en a eu d'autres. Il y a eu des personnes qui se sont lancées sur des formations de ce type. Là, en ce moment, à ma connaissance, il n'y en a pas. Par contre, il y a des personnes qui vont peut-être proposer, parce que je regarde un petit peu aussi sur les réseaux sociaux, ça peut être des ateliers ou des choses comme ça, mais pas des formations complètes en tout cas. Aujourd'hui, tu es une référence dans le domaine de l'hébergement insolite. Comment est-ce que tu as construit cette expertise et cette crédibilité ?
Alors du coup, c'est assez facile de répondre sans paraître prétentieuse parce que j'ai longtemps été la seule. Du coup, je suis la seule agence, encore maintenant, de développement du tourisme qui ne se consacre que à l'hébergement insolite. Donc, il y a d'autres personnes qui le font en plus de leurs autres activités. Mais c'est vrai que c'est ça qui a fait cette crédibilité. Alors, je pense qu'au début, même peut-être encore maintenant, il y a peut-être des personnes qui se demandent un petit peu, qui ont un peu l'impression que je m'agite dans tous les sens pour défendre ces hébergements-là. Mais en fait, moi, tout simplement, justement, du fait qu'il y avait plein d'autres personnes qui proposaient déjà des formations pour tout ce qui était gîte et chambre d'hôte ou camping, et que moi, vraiment, ce qui m'intéressait spécifiquement, c'était ces hébergements-là. Et du coup, à partir du moment, on va dire, où j'ai mis le doigt dedans, j'ai été engouffrée dans les spécificités de ces hébergements. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait me voir pour des questions spécifiques sur un gîte, il pourrait y avoir certaines questions auxquelles je ne saurais pas répondre parce que, du coup, c'est tout ce qui n'est pas spécifique à des gîtes, c'est ce qui est spécifique à l'insolite. Donc, ça va être aussi bien en termes de stratégie qu'en termes, justement, de réglementation ou, encore une fois, un peu plus rapidement de communication, en fait. Ok. Ouais, je vois bien. En fait, tu as vraiment développé une expertise qui est très, 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 très spécifique, qui est assez... De niche. Ouais, qui est assez comme nichée, on dit, voilà, de niche, oui. Mais du coup, sur une niche qui s'est développée, qui s'est multipliée ces dernières années. Donc, et je pense que ça va continuer à grandir. Comment tu vois l'évolution du marché, de l'hébergement insolite en général ? L'évolution du marché de l'hébergement insolite, je suis persuadée qu'elle va aller en augmentant. Tout d'abord parce que les clients sont demandeurs et de plus en plus demandeurs. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand on posait la question, les gens avaient dormi dans un hébergement insolite, voire 2. Aujourd'hui, on est plutôt entre 3 et 5. Et ça s'explique bien sûr par le fait qu'ils vont dormir une fois dans une yourte, et puis ensuite peut-être dans un tipi, et puis ensuite dans une cabane perchée. Et du coup, il y a tellement de possibilités que déjà les gens qui sont fans d'hébergement insolite vont multiplier les séjours. On a aussi le fait que c'est quand même un hébergement qui reste plus écologique, qui est plus facile en termes d'investissement parce que la possibilité de développement, elle est quelque part assez démocratique par rapport à la création d'entreprises, plutôt que quelqu'un qui veut construire un hôtel directement de 60 chambres, quoi. Oui. Et ensuite, on sait que les journalistes adorent ces hébergements-là également. Du coup, le fait qu'ils savent en fait que s'ils mettent une photo ou une vidéo d'un hébergement insolite, que ce soit de jour ou de nuit, en fait, ça va faire le buzz. Et du coup, on aura toujours ça du fait qu'ils se différencient de plus en plus. Parfois, les personnes pensent que le terme insolite fait que ces hébergements-là ne sont plus insolites. Et en fait, il faut savoir que c'est un terme qui est apparu donc du coup au début des années 2000, qui a été vraiment repris par une journaliste qui s'appelle Denise Cabelli, qui a écrit le guide des hébergements insolites en 2006. Et à partir du moment où elle a écrit ce guide-là, en gros, ça a été, on va dire, un peu acté que ça y est, c'est ce terme-là qu'on va utiliser maintenant. Et en fait, je le prends plutôt comme un nom que pour un adjectif. Tu organises un événement sur l'hébergement insolite en agritourisme. Pourquoi ce sujet est important, selon toi ? Alors, c'est un sujet particulièrement important en ce moment parce qu'avec ma collègue Coralie de Coco Lodge, on essaye de démontrer l'intérêt des hébergements insolites pour les agriculteurs en activités complémentaires. Alors, il se trouve que l'hébergement insolite est intéressant pour beaucoup d'autres activités, notamment, par exemple, les artisans. Mais dans l'agriculture, on sait que c'est difficile sur des zones A, donc des zones agricoles, de faire autre chose que de l'agriculture. Et du coup, on essaye de faire valoir que l'hébergement soit finalement comme une activité agricole et qui est très importante pour pérenniser une activité. Donc, on sait que le milieu agricole se porte pas très bien en ce moment. Et donc, on travaille sur ça, notamment pour essayer de faciliter les choses en urbanisme. D'accord. Et du coup, ça va être quoi les bénéfices pour un agriculteur ou un artisan qui souhaite diversifier son activité avec l'hébergement insolite ? En fait, le principal intérêt pour développer l'hébergement insolite en activité complémentaire pour des artisans ou des agriculteurs ou encore pour des hébergeurs qui sont en activité sur d'autres choses, par exemple un hôtelier ou une chambre d'hôte, c'est le fait qu'avec un assez faible investissement, il va pouvoir rentabiliser une activité qui n'est pas forcément à temps plein, qui va pouvoir gérer assez facilement en termes d'ouverture, de fermeture.
Parce que, par exemple, quelqu'un qui veut ouvrir une petite boutique, il va être obligé de dire que la boutique est ouverte, par exemple, tous les jours de 16h à 18h et de s'y tenir parce qu'on sait que si les gens viennent un jour à 16h30 et que la boutique est fermée, ça va jouer contre lui. Et du coup, cette personne va non seulement ne pas revenir et puis lui faire du tort. En hébergement, l'intérêt, c'est qu'on peut fermer les hébergements plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'année. Enfin, on peut les gérer autant qu'on veut. Donc, les gens ne viennent plus. C'est d'ailleurs un peu quelque chose qu'il n'y avait pas il y a 20 ans. Enfin, il y a 20 ans, les gens pouvaient arriver comme ça en dernière minute. Là, on n'a plus ça. Et même si les gens voulaient venir en dernière minute, ils vont forcément regarder sur Internet. Ils ne vont pas nous trouver autrement que sur Internet, en fait. Donc, du coup, c'est une possibilité et donc qui est très importante, par exemple, pour des agriculteurs, de se dire « Ah, mais tiens, en fait, là, je vais bloquer parce que potentiellement, je serai sur mon tracteur à cette période-là, quoi, en fait. Hein. » Oui, donc en fait, ça lui permet d'avoir une liberté aussi dans son... Enfin, c'est une source de revenus supplémentaire, mais qu'il peut gérer en fonction de son emploi du temps et de la liberté qu'il a envie, enfin du temps qu'il a envie d'y consacrer, en fait. Oui, exactement. Concrètement, ta formation qui s'appelle Ouvrir des hébergements insolites. De quoi elle parle? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Combien de temps ça dure? Combien de temps y consacrer? Est-ce que tu peux me parler de cette formation? Alors, la formation Ouvrir des hébergements insolites, maintenant donc en distanciel, ça va ressembler à une formation classique de ce qu'on voit en ligne, alors avec des vidéos, avec des quiz, avec des articles, c'est très varié. C'est vrai que maintenant, on fait des super choses avec les plateformes de formation en ligne. Et il y a des outils pour faire des visuels. Parfois, on clique sur un petit drapeau, puis on a la définition d'hébergement insolite en Belgique ou des choses comme ça qui sont vraiment interactives. Et du coup, le programme, il est bizarrement pas basé sur l'ordre des choses dans la manière dans laquelle elles vont se dérouler. Il est plutôt basé sur l'impatience des gens sur certains sujets. Donc, il y a une introduction qui est très importante parce que les gens, ils auraient tendance à zapper ça, mais c'est très important de rappeler alors des définitions du monde du tourisme parce que comme il y a beaucoup de gens, il y a 80% des personnes, des stagiaires qui ne sont pas du tout du monde du tourisme, c'est important de rappeler les noms des ratios, par exemple en hébergement, des choses comme ça. Et il y a aussi, bien sûr, tous les chiffres propres à l'hébergement insolite qui sont importants. Et puis, il y a toute une notion d'histoire de ces hébergements-là qu'il faut connaître justement pour pas se laisser dire par des personnes « c'est à la mode, ça vient d'arriver, ces trucs-là ». Bon, non, pas du tout. Maintenant, c'est des hébergements qui ont plus de 20 ans et dont on sait qu'ils sont ancrés dans le paysage touristique français et mondial, bien entendu, parce qu'il n'y a pas du tout qu'en France qu'il y a des hébergements insolites. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Donc, il y a une partie très importante sur l'introduction et ensuite, on arrive au vif du sujet, on va dire, qui est la réglementation. Vraiment, c'est le cœur de l'intérêt des gens. Donc, on passe du temps sur l'urbanisme, on passe du temps sur tout ce qui est établissement recevant du public. C'est un gros sujet également, le fait de savoir est-ce qu'on va être un établissement recevant du public et si oui, à quoi ça nous engage. Parce que concrètement, les ERP, donc les établissements recevant du public, tous les endroits en France qui reçoivent du public, que ce soit une église ou une crèche ou une mairie ou encore une fois un salon de coiffure, en hébergement, on a une sorte de dérogation qui fait qu'on peut recevoir du public sans être tout de suite un ERP. C'est la seule dérogation qui existe en fait, sauf que bien sûr c'est jusqu'à un certain stade et on considère ce stade-là à partir du moment où ça devient une activité professionnelle. Des fois il peut y avoir des exceptions, mais en général quand on veut faire une activité complète sur de l'hébergement insolite, le niveau qu'on atteint, il est celui d'un établissement recevant du public. Donc, ça implique des choses sur tout ce qui est hygiène, également sécurité, tout ce qui est accueil des pompiers, et puis tout ce qui est accessibilité pour tous. C'est les 3 gros points. Ensuite, on a la partie, on va dire plus plaisante, qui est sur la stratégie, le choix du terrain, le choix de l'hébergement. Attention, bien penser à tout. Il y a plein de petites choses très importantes à penser. Et dans la stratégie, il y a également le lien, la corrélation entre le concept qu'on va avoir et les clients qu'on veut accueillir. Et du coup, moi, ce que je conseille par rapport à ça, c'est de viser des clients finalement qui nous ressemblent. Il y a parfois des personnes qui veulent aller sur une gamme luxe, alors qu'elles veulent accueillir les gens avec, on va dire, de façon un peu authentique. Et dans la déco, dans le choix de l'hébergement, même dans les prestations, les personnes vont rester un petit peu comme elles sont. Et du coup,
faut quand même savoir que tout le monde n'est pas fait pour accueillir une gamme luxe. Alors, c'est pas une question de personnalité, c'est plus une question d'envie. C'est qu'en fait, on va se lasser. Et à l'inverse, il y a des gens qui aiment l'exigence. Et du coup, la notion de luxe est liée à un certain niveau d'exigence. Ensuite, on a une partie financière, alors qui est plus ou moins drôle selon les personnes, sur la recherche de subventions, sur les choses auxquelles il faut absolument penser. Parce que les gens vont repasser certainement un moment par un expert comptable ou par quelqu'un d'autre qui va les accompagner. Ça peut être une chambre de commerce, ça peut être d'autres personnes. Hein. Mais ces personnes-là, naturellement, ne devraient pas connaître les choses spécifiques à l'hébergement insolite. C'est impossible qu'elles connaissent tout, en fait. Donc, toutes les choses qui peuvent parfois coûter cher parce que on a des investissements. Je prends l'exemple de la barrière pour protéger un site dont les gens voudraient souvent des fois se passer en se disant « Oh ben non, c'est bien, les animaux viennent ». Et puis par exemple, quelqu'un qui a des bulles, oui, les animaux viennent et certains animaux vont avoir des griffes et du coup vont percer les bulles. Et c'est pas un exemple inventé, bien entendu, hein, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et donc là, il faut, zut, mince, on sera plus dans la forêt absolument comme on voulait, on va devoir mettre une barrière. Et sauf que la barrière, elle peut coûter très cher. Et si le site est très cher, on peut monter à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc il y a plusieurs choses comme ça très importantes auxquelles il faut absolument penser avant de se lancer. Et puis la dernière partie, ça va être sur la communication, les choses spécifiques. Il y a plein de sites. Il y a vraiment déjà énormément de sites. Donc, il y a déjà énormément de sites dans la communication classique. Mais alors, en plus, c'est repéré dans tous ceux qui sont insolites. C'est encore autre chose. Donc, il y a des sites qui sont plus ou moins adaptés selon les projets. Et puis, il y a des manières d'aller viser une clientèle plutôt étrangère ou au contraire plutôt familiale, comme là, pour le coup, comme n'importe quel hébergement. Mais donc, il y a beaucoup de choses à savoir sur cette partie-là aussi. Oui, donc en fait, il suffit pas de trouver un joli terrain, faire son hébergement et puis boum, les clients vont tomber du ciel. Là, c'est important de savoir communiquer pour vendre en fait quelque part. Alors du coup, on a une facilité par rapport à d'autres hébergements quand même, c'est le côté un peu buzz. C'est vrai qu'on sait que ça marche. Mais comme il commence à y avoir un petit peu d'offres concurrentielles, oui, il faut quand même faire savoir qu'on est là. Et puis, c'est vrai que c'est pas juste le coup de mettre une photo d'un bel hébergement et de se dire que les gens vont venir tout seuls, comme dans n'importe quel métier, dans n'importe quel commerce ou n'importe quelle entreprise. Maintenant, on sait qu'il faut communiquer. Oui, c'est clair. Comment est perçu l'hébergement insolite en France, selon toi ? Alors, l'hébergement insolite, c'est quelque chose de très particulier parce que il interpelle les gens. Donc maintenant, il y a beaucoup de gens qui savent que ça existe, mais il y en a toujours qui ne savent pas. Quand on parle rien que de Tipeee, ils voient ça un peu vague. Donc pour les clients, il y a ce côté assez marrant où il y a des gens qui sont vraiment fans. La plupart des gens sont fans, on va dire, et un petit pourcentage ne connaît pas du tout. Ensuite, on a l'intérêt des journalistes. Alors là, les journalistes, ils adorent les hébergements insolites. Que ce soit journaux, papier ou médias, peu importe, on va arriver là, quand on arrivera sur le mois de avril-mai, il va y avoir beaucoup de reportages sur ces hébergements-là, ce qui est très important, ce qui nous a beaucoup aidé au développement, parce que par ailleurs, on a l'inverse sur tout le domaine un peu, on va dire, pro. Alors, on a quand même les offices de tourisme, les comités régionaux et départementaux du tourisme qui s'y intéressent, on va dire, depuis 5 ans. Mais sinon, tout ce qui est institutionnel et tout ce qui est réglementation ne s'intéresse pas du tout à l'hébergement insolite. Donc, concrètement, en France, on n'a pas de définition légale de l'hébergement insolite, contrairement à plusieurs autres pays en Europe. Et il n'y a pas d'intérêt, par exemple, au niveau de l'INSEE. J'avais écrit, quand je me suis lancée, j'avais écrit à l'INSEE pour demander est-ce qu'il y aurait un jour des chiffres spécifiques. Et ils m'ont répondu, gentiment, qu'ils allaient le faire dès l'année d'après. Donc, ça aurait dû être en 2018. Et en fait, il n'y a jamais rien eu. Alors, c'est lié au fait que ces hébergements peuvent être exploités soit de façon professionnelle, soit non professionnelle. Et donc, ce n'est pas évident d'aller tous les chercher. Mais en tout cas, il y a une sorte de... pas de mépris, mais... d'impression que ces hébergements, comme ils sont à la mode et puis qu'ils vont passer de mode, c'est peut-être pas trop la peine de s'y intéresser. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est que, comme je disais tout à l'heure, moi je suis arrivée dans le milieu du tourisme par un intérêt pour le tourisme durable. Et en fait, concrètement, dans le milieu du tourisme durable, il n'y a aucun intérêt pour ces hébergements-là. Il n'y a absolument pas de notion de se dire qu'ils sont écologiques. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs de l'hébergement insolite. Et ça, c'est quelque chose que je ne m'explique pas parce que
Alors, il y a des gens qui peuvent dire que, par exemple, les yourtes, c'est pas quelque chose d'authentique, donc ça devrait pas être vu comme du tourisme durable. Mais ça reste beaucoup plus écologique, encore une fois, que des hébergements des hôtels de 60 chambres. Donc, je trouve qu'il y a un certain délaissement qui rend les choses compliquées parce que, du coup, il n'y a pas de loi qui s'adapte. Et quand il y a une loi qui se fait, en général, elle va jouer contre nous. C'est-à-dire que ça va plutôt être contre l'implantation de ces hébergements-là, malheureusement. Et pourquoi, à ton avis ? Alors, deux choses. L'une, par rapport à l'urbanisme, parce que comme on a cette notion de protection absolue, de construire le moins de choses possible désormais, du coup, par nature, nos hébergements sont des nouvelles constructions. Donc ça joue contre nous. Après, on a la partie autonomie qui risque d'être compliquée dans les prochaines années parce que, encore une fois, ça a fait peut-être un petit peu peur, parce que aussi peut-être que ça fait de la concurrence à d'autres hébergements qui commencent à se dire « Ah oui, finalement, c'est peut-être quelque chose qui arrive là quand même ». Donc j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de... Il y a une sorte de risque par rapport à la réglementation. Si... clairement, les institutionnels du tourisme ne se disent pas l'hébergement insolite est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui misent dessus. Pas uniquement parce que c'est écologique, mais aussi parce qu'ils peuvent faire venir des gens dans des endroits non touristiques. Parce que ça, par contre, c'est un très gros sujet. Tout le monde ne parle que de ça, le surtourisme, le fait que les gens vont uniquement dans les villes voir les mêmes choses. L'hébergement insolite, concrètement, c'est une vraie solution à ça. Parce que l'hébergement est la destination. En fait, les gens vont dans un tipi, parce que c'est un tipi, même s'il est perdu en Haute-Marne. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un gros enjeu qu'à mon avis, on est un petit peu en train de rater. D'accord. Ouais, c'est un petit peu... pas hors de contrôle, mais c'est... Alors, il pourrait y avoir des décisions de prise pour miser davantage sur ces hébergements-là, en se disant ils sont plus écologiques et ils sont une solution au surtourisme et du coup on va plus finalement alors en même temps les faciliter et en même temps les gérer, parce que le fait de ne pas ni faciliter ni gérer, ça veut dire que derrière des personnes ouvrent des hébergements insolites sans aucune autorisation et ce qui peut poser beaucoup de problèmes en termes d'hygiène, en fait, en termes de salubrité et puis en termes d'assurance, enfin plein de niveaux en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose, une phrase ou une réflexion que tu as déjà entendue par rapport à l'hébergement insolite qui te fait sortir hors de toi, enfin, qui t'énerve? Est-ce qu'il y a ou une idée reçue ou un mythe qui t'énerve? Alors, j'aime pas trop entendre dire que l'hébergement insolite est à la mode. Ça va, j'arrive à gérer quand même, mais je pense que c'est complètement faux parce qu'au contraire, on est au tout début de l'hébergement insolite et ça va vraiment devenir un vrai mode d'hébergement dans le futur. J'en suis persuadée. À part entière, un mode d'hébergement à part entière. Exactement. Et dans les 5 ans, justement, comment vois-tu l'évolution de l'hébergement insolite ? Alors, je pense qu'on est sur la période où, depuis du coup 2018, on est sur la période où ils vont se développer le plus rapidement. Je pense que ça va diminuer un petit... Dans 5 ans, il commencera à y avoir un petit peu moins de nouveaux projets. On aura atteint une sorte de maturité. Oui. Okay. Donc, ceux qui se lancent, on va dire aujourd'hui, ou qui se sont lancés dans les dernières années, vont arriver aussi à un stade de maturité et il y aura moins de nouvelles personnes. Oui, il y aura moins de possibilités certainement, et au niveau de la concurrence, je pense que ça va stagner. D'accord. J'ai hâte d'y être dans 5 ans pour voir comment ça va évoluer. Quels sont tes projets, toi, pour continuer à accompagner ces porteurs de projets ? Alors, du coup, mes projets, ce serait peut-être de partir un peu moins sur de la formation classique et d'aller un petit peu plus sur on va dire un groupe de travail, où je ne sais pas encore exactement comment l'appeler, mais quelque chose d'un peu plus dynamique et qui permette d'accompagner les projets sur du plus long terme et d'avoir une formule un peu comme un club ou quelque chose comme ça. Et puis mon grand rêve, ce serait de faire un regroupement de tous les professionnels de l'hébergement insolite, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui serait comme une association qui regroupe en même temps les hébergeurs et les constructeurs, et puis les personnes qui vont être par exemple les architectes spécialisés dans ces hébergements-là, ou tous les gens ou les gens dans la communication, dans la commercialisation spécifique à ces hébergements-là.
C'est un beau rêve. Oui. Enfin, c'est pas un rêve, c'est un beau projet. C'est un beau projet, oui. C'est un beau projet qui va se concrétiser bientôt, tu penses? Alors, chaque étape après étape. Je pense que là, la prochaine étape, c'est plus de faire évoluer l'accompagnement. Oui, pour proposer un accompagnement plus poussé, plus... Alors oui, plus sur du long terme, parce que du coup, sur la formation, on est obligé en formation d'avoir un format court, finalement, par rapport à ces projets qui mettent 2 ans à se mettre en place. D'accord. Et quelle est ta plus grande fierté dans ton parcours? Ma plus grande fierté, je pense que c'est de pouvoir dire que j'ai accompagné 1700 personnes, parce que ça fait beaucoup finalement dans ce domaine de niche, et puis ça fait beaucoup aussi en termes de travail, d'organisation du coup. Mais oui, c'est le fait d'avoir pu accompagner 1700 porteurs de projets à maintenant. Wow. Et de les avoir accompagnés à se lancer, à réaliser... Alors, j'ai pas de chiffre malheureusement sur le nombre de personnes, on n'en a jamais en fait, le nombre de personnes qui se lancent, parce que quand on pose la question, on ne peut pas forcer les gens à nous répondre, et du coup c'est ceux qui ont ouvert qui nous répondent, donc on aurait toujours l'impression. Donc, je l'ai fait au début et ça me disait que 90% des gens avaient ouvert et allaient ouvrir, ce qui n'est pas possible. Sur les 1700 personnes qui ont fait ma formation, si on reste dans les statistiques classique de création d'entreprise, puisque du coup on n'en a pas d'autres, je resterais plutôt à 50%. Il y a 50% des gens qui créent une entreprise énorme. En général. Oui, c'est déjà pas mal, effectivement. Oui, parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes à passer, et en fait ça va au-delà de la simple volonté, quoi. C'est une question de moyens, aussi une question de est-ce que je veux faire ça vraiment de ma vie? Parfois, oui, de moyens et de patience aussi, parce que comme la durée moyenne d'un projet est de 2 ans, ça veut dire que c'est des personnes qui sont restées motivées par leur projet pendant au moins 2 ans. Waouh. En tout cas, bravo. Merci. Est-ce que tu as un message à transmettre à quelqu'un qui rêve de créer son propre hébergement insolite? Alors, c'est pas un message court, en tout cas, j'arriverai pas à le résumer. C'est vraiment l'idée de ne pas se laisser influencer, et ni de se laisser dire que c'est pas possible, en fait. Il faut croire en ses rêves, il faut y aller. Oui. Alors, il peut y avoir certains cas où un projet spécifique à cet endroit-là n'est pas possible, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre endroit. Et puis c'est surtout qu'il faut creuser. La personne a peut-être raison, mais il faut creuser avant d'être sûr que cette personne nous dit bien la bonne chose. Quelles sont les qualités pour toi d'une personne qui va réussir dans ce domaine-là? Alors, les qualités pour réussir, c'est la persévérance. Uniquement. C'est ça qui fait la seule différence dans les projets que je vois réussir ou échouer, en fait. Ok, la persévérance, la patience aussi, tu disais tout à l'heure. Oui, parce que comme c'est des projets longs, et puis il y a aussi une notion de savoir rebondir, parce que par exemple, quelqu'un qui se projette sur un terrain, qui va parfois assez loin, dans les demandes, dans les espoirs, dans la projection de se dire « Ah bah tiens, on va mettre tel hébergement là et tel il est sanitaire ici ». Et si le projet se fait pas, ça c'est quelque chose de très difficile. J'ai toujours trouvé que les gens le vivaient un peu comme un deuil, avec les phases du deuil, de pas y croire, d'accepter seulement au bout d'un certain temps, parce que c'est très dur. Les gens, il y a une période de baisse de morale complète. Donc en général, c'est là que certains abandonnent. C'est quand ils ont pensé vraiment à un terrain, alors qu'ils l'ont pas encore acheté. Alors il y a des fois des gens qui achètent des terrains et qui finalement, au bout du compte, ne peuvent pas faire leur projet. Quand même, ça c'est aussi assez compliqué. Ils se sont pas assez renseignés avant. Oui, exactement. C'est dommage. Et toi, c'est quoi ton hébergement préféré? Enfin, est-ce qu'il y a un type d'hébergement en particulier pour lequel tu as une affinité? Alors, j'aurais peut-être pas cru dire ça, parce qu'au départ, c'était pas les hébergements que moi j'aurais proposé en tant qu'hébergeur, mais en fait, c'est les bulles. Les bulles, ça a été, on va dire, un peu ma grosse surprise, parce que j'étais moins dans le côté un peu design de ces bulles, en tout cas au début, quand elles sont arrivées, elles étaient hyper modernes, quand même, faut bien le dire. Et puis, je les trouvais
Oui, j'étais plus sur le côté cabane, vraiment Robinson, justement. Et puis, en fait, je me suis trouvée... j'ai dormi plusieurs fois dans des bulles, et c'est vrai que ça m'est arrivé, notamment une fois, en Corse, de me réveiller au milieu de la nuit, et là, waouh, j'étais dans la nature, quoi. J'étais dans la forêt. Je me suis réveillée, j'étais dans la forêt. Alors, et la bulle, on la voit quand même pas vraiment. Il y avait beaucoup de... Enfin, il y avait, je pense que c'était la lune, je me souviens plus très bien. En tout cas, on voyait vraiment la forêt. Et ça a été quelque chose, quoi. Je me suis vraiment réveillée, entourée par, finalement, uniquement de la forêt. Et ça a dû être... Oui, ça a été un coup de cœur. Et du coup, tu passes beaucoup de temps dans des hébergements. Combien de temps par année ou combien de fois par année? Je vais souvent dans des hébergements insolites, en famille en général. Hein. Donc oui, j'ai cette chance-là parce que j'en ai absolument besoin pour comprendre justement, on va voir les problèmes, les choses super, les choses comme ça. Et oui, je dors beaucoup dans des hébergements insolites. Ok, donc t'es pas seulement une formatrice, t'es vraiment une passionnée. Ah oui. Et est-ce que au contraire, il y a des hébergements que tu as moins appréciés toi en tant que consommateur? Non, je réfléchis quand même, mais non, vraiment, non. Non, pas du tout. Et en dehors de la France aussi, tu vas naturellement vers des hébergements insolites? Oui, aussi. Alors, pas toujours y dormir, mais au moins les visiter. Et je pense que par rapport aux hébergements insolites à l'étranger, on est en train de prendre un train de retard sur ça aussi, parce qu'on a trop peu d'hébergements avec un effet waouh, avec l'hébergement vraiment justement qui est plus insolite que l'insolite, alors qu'il y a beaucoup de pays qui ont misé là-dessus et on voit des choses extraordinaires dans le monde. Et la France, qui est quand même normalement pas mal en avance au niveau du tourisme, sur ça, je pense qu'on prend du retard. Ok, ouais, je suis pas vraiment étonnée de cette réponse. Et c'est quoi ta première expérience en tant que consommateur justement de l'hébergement insolite? Est-ce que tu te souviens comment tu as découvert ce monde-là? La première fois que j'ai dormi dans un hébergement insolite, c'était dans un hébergement que je gérais moi-même. Alors de toute façon, il faut absolument, quand on gère des hébergements insolites, il faut y dormir régulièrement, justement pour se rendre compte de tout. Mais du coup, moi, c'était sur le site Utopia qu'on gérait avec mon mari. Donc tout d'abord dans les chalets canadiens, et puis ensuite dans les tentes lodge. Et les derniers hébergements qu'on avait qui étaient là, c'était des cahutes. Donc c'était comme une tente en toile, posée sur un petit coin cocooning en bois, comme un carré en bois avec cuisine et salle de bain. Et c'est vrai que déjà, à ce moment-là, on aimait bien. Et puis donc, on faisait aussi... Alors, on y a dormi des fois pour le côté pratique et aussi pour voir justement le côté expérience client, comme je disais tout à l'heure. Et c'est incroyable parce qu'on avait les retours des gens tous les jours, finalement. Et le fait d'y dormir, ça permettait de retrouver quand même encore des choses. Des petits défauts, des petites améliorations, toujours plein de choses auxquelles ça nous faisait penser. Et c'est vrai que ça m'arrive jamais de dormir dans un hébergement sans me dire tiens, il y aurait ça à améliorer, bien sûr. Ah oui, j'imagine. tu dois avoir du mal à sortir de cette casquette professionnelle parce que des formations professionnelles obligent. Hein. Ah, ça va quand même. Parce que du coup, on y reste longtemps. Donc... Oui, du coup, tu arrives quand même à te détacher de l'experte en hébergement insolite qui voit tous les petits détails. Mais par contre, quand je suis sur un site, je vais espionner tout. Enfin, je préviens les gens en général, parce que sinon... Oui, j'allais demander, ils savent que tu es du domaine quand même. Ok. J'ai plus de questions. Hein. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ou peut-être pas la place des institutions, mais leur rôle? Est-ce que les institutions ont un rôle à jouer dans le développement de ces hébergements? Est-ce qu'elles en ont l'intérêt aussi, peut-être? Les institutions ont un rôle à jouer dans déjà le fait de prendre conscience que ces hébergements sont là, qui sont arrivés, qui sont nombreux et qu'il n'y a aucun chiffre officiel dessus. Et sur le fait qu'il va falloir à un moment gérer leur implantation en la facilitant, pas en la contraignant, parce que c'est clairement ce qui risque de se passer. Et c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup d'hésitation, moi, parce qu'il y a franchement des moments où ça a été un peu un combat d'essayer de trouver des portes ouvertes pour parler de ces hébergements-là. Et puis en fait, je me rendais compte que il fallait peut-être mieux pas en parler, parce que finalement, on allait nous fermer des portes. Donc, du coup, mon rôle, c'est en même temps
de faire prendre conscience de l'importance de ces hébergements-là et en même temps de faire prendre conscience de l'importance de les légiférer. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette conversation, Adeline. Merci Alexia de découvrir plus. Tu connaissais déjà plein de choses, du coup, je pense. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Merci encore. À bientôt. À bientôt.